Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de webinar dans lequel nous allons traiter le packaging. Je vais vous proposer juste d'attendre 1 ou 2 minutes que les derniers participants se connectent et on va pouvoir commencer. Allez, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce troisième épisode de la série de webinaires qui traitent les sujets liés au packaging. Donc, je suis Olivier Terrier, je suis le directeur de la BU Santé, Pharma, Bien-être du pôle Procurement du groupe EPSA. Donc, avant tout, on voulait vous remercier pour votre présence, puisque une fois n'est pas coutume, même pour ce troisième épisode, vous avez été nombreux à vous inscrire et à participer. Donc, merci beaucoup. Lors de cet épisode, on va aborder un sujet qui bien évidemment est d'actualité et qui nous impacte très fortement actuellement. C'est la hausse des prix et les pénuries de matières, mais également les pénuries de talents. Donc, nous verrons donc quelles sont les solutions pour y faire face. Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Nous tâcherons d'y répondre en fin de session. Donc, pour parler de ces sujets, je suis entouré d'experts que je vais laisser se présenter. Donc, Eric Scheid et Sébastien Sylvestre. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Eric Scheid et je suis le responsable des achats packaging du groupe Sanofi. Et nous avons la recette. Sébastien, à toi. Je vais me présenter. Donc, je suis Sébastien Sylvestre, je suis le manager de la structure Pack Avenir, qui est une société de conseil en packaging dans laquelle nous accompagnons nos clients sur la partie développement et la partie optimisation de leurs emballages. Ouais. Ah, ça clique, je clique. Ok, merci Eric, merci Sébastien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de vous rappeler ce qu'est le groupe EPSA. Le groupe EPSA donc, est un leader européen, créateur et producteur de performance durable. Nous avons plus de 25 bureaux à l'international, plus de 1500 collaborateurs et 4500 clients. Donc, EPSA est aujourd'hui le seul acteur à proposer un accompagnement global
au travers de 7 grandes expertises complémentaires. La transformation digitale, performance achat et supply, une marketplace, un accompagnement sur le financement et le management de l'innovation, la performance énergétique et environnementale, les optimisations des charges fiscales et sociales, ainsi que la gestion financière. Donc, tous ces métiers font que nous sommes en mesure d'apporter une offre 360 à tous nos clients. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, les organisations de packaging n'ont que rarement les moyens nécessaires pour adresser l'ensemble des objectifs qui leur sont fixés et qui sont surtout fixés par les autres directions ou les autres services. J'entends là les services commerciaux, les services marketing, qualité, achat, réglementaire. Donc, on retrouve presque systématiquement des organisations qui sont en silo, une gestion des spécifications techniques qui ne sont pas toujours optimisées, qui sont déjà pas standards ou pas toujours complètes, et par conséquent, un manque de visibilité évident sur l'ensemble des sites, un manque de visibilité sur les fournisseurs au niveau global, et puis sur l'intégralité des spécifications. Donc, c'est à partir de ce constat-là, et pour répondre aux enjeux de performance durable, que nous avons créé le Centre d'excellence packaging. Donc, ce centre d'excellence est une alliance stratégique composée de 3 acteurs. Donc, EPSA, qui va apporter son expertise en gestion de projet et en achat packaging. PAC Avenir, qui va apporter, grâce aux ingénieurs PAC, leur expérience et expertise pour faire de l'analyse de la valeur et ainsi optimiser les packaging. Et ESCO, qui, grâce à ses solutions de Digital Process Management, va faciliter la gestion des packaging pour gagner en efficacité. Donc, c'est cette alliance qui va vraiment nous permettre d'accompagner les entreprises et nos clients à rechercher des pistes d'optimisation, de faire de l'éco-conception et bien entendu, trouver des solutions pour contrer ces fameuses hausses de matière et les pénuries. Donc, aujourd'hui, au travers de cet épisode, nous allons tout d'abord dresser la situation actuelle du marché qui impacte les prix. On va comprendre l'origine de ces hausses et par conséquent appréhender les enjeux et nouvelles préoccupations des acheteurs. On verra par la suite que ce phénomène a également des conséquences directes sur les ressources, les ingénieurs PAC, mais également les acheteurs packaging. Et on regardera à la fin quels sont les leviers d'optimisation possibles, qu'ils soient achats ou techniques. Donc, je vais laisser la parole à Eric, qui va nous dresser ce bilan. Merci Olivier. Alors, avant de démarrer, juste un petit test son pour être sûr que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas d'écho. OK. OK, je vais essayer de parler fort. Si jamais vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc aujourd'hui, quel est le contexte sur les emballages au niveau de la hausse des prix et des pénuries de matière? Donc, comme vous le savez certainement, les emballages sont en grande majorité des commodités, c'est-à-dire très sensibles à la fois à l'offre et à la demande et très sensibles au volume. Aujourd'hui, le prix d'un emballage dépend entre 50 et 80% des matières premières qui le composent, sachant que le reste du prix d'achat consiste en coûts de conversion, marge et transport. Alors aujourd'hui, quand on parle d'emballage, on a 4 familles principales: les emballages base plastique, les emballages base papier, ceux base métal type aluminium et ceux base verre. Donc, historiquement, ces matières premières ont toujours subi des hausses cycliques, des hausses ou des baisses de manière cyclique. Par contre, en ce moment, on se rend compte que les hausses de ces matières premières atteignent des niveaux jamais atteints par le passé et les courbes que vous voyez à l'écran le démontrent. Alors, pourquoi ces matières premières augmentent aujourd'hui? Il y a effectivement, dans un premier temps, l'effet Covid, avec des décisions d'investissement qui auraient dû être prises durant le Covid et qui ne l'ont pas été, qui ont été repoussées ou annulées et qui le sont aujourd'hui, mais qui créent un décalage dans le temps par rapport à l'arrivée de ces capacités sur le marché. On l'a dit tout à l'heure, loi de l'offre et la demande, moins d'offres, donc des prix qui augmentent. Mais il y a également le contexte géopolitique, notamment en Europe, avec la crise ukrainienne et russe, qui crée une tension supplémentaire à la fois sur les matières premières, mais également sur le coût de l'énergie, qui était plutôt stable par le passé et qui aujourd'hui est une part non négligeable de cette hausse des prix des matières premières. Enfin, et il faut le dire, il y a également un phénomène de recouvrement de marge
voire même de spéculation au niveau des prix qui sont atteints aujourd'hui. Donc concrètement, si on regarde les courbes, aujourd'hui, en termes de matières premières, on parle d'une hausse de plus de 100% pour certaines résines plastiques, comme par exemple le PVC ou le PET. D'autres qui approchent également les 100%, hein, comme certains types de papier ou de carton. Et en général, ces hausses de matières premières se traduisent en moyenne par une hausse d'à peu près 20% du prix d'achat des grands donneurs d'ordre, comme dans notre cas, par exemple, Sanofi. Mais il n'y a pas que l'effet prix, il y a également l'impact de cette situation sur les délais d'approvisionnement. Historiquement, on connaissait des délais d'à peu près 4 semaines entre le moment de la commande, où la commande est passée, et le moment où les emballages sont livrés dans nos usines. Aujourd'hui, et pour certaines matières, ces délais sont multipliés par 6 et s'étendent à des fois 24 semaines. Donc voilà en gros le contexte sur la hausse des matières et sur les pénuries qui sont engendrées. Alors, si on prend ce contexte, quelles en sont les conséquences et surtout comment nous, en tant que donneurs d'ordre, nous pouvons réagir par rapport à ces enjeux. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une série de mesures qui, en général, sont activées de la plus court-termiste à des mesures plus long terme et qui sont activées non pas uniquement par les services achats, mais de manière cross-fonctionnelle, main dans la main par les services achats, mais également développement, voire même marketing de certains grands donneurs d'ordre. Alors, la première des priorités dans ce contexte est évidemment de sécuriser l'approvisionnement des emballages pour nos usines. Et pour cela, l'idéal est de sortir des situations de monosourcing fournisseurs que nous pouvons connaître, mais il faut également communiquer plus en amont les besoins de nos usines. Aujourd'hui, on communique par exemple nos besoins sur une période de 6 mois, alors qu'à l'époque, on était plutôt sur une période de 4 semaines, ce qui n'est pas sans poser quelques challenges au niveau de la supply chain. Mais néanmoins, ce point est critique pour permettre à nos fournisseurs de sécuriser eux-mêmes en amont les matières premières. Au-delà de l'aspect purement sécurisation de l'approvisionnement, un deuxième portefeuille d'action est de revoir justement le portefeuille fournisseur, à savoir se recentrer sur les fournisseurs déjà qui délivrent, mais également qui apportent de la transparence au niveau de la chaîne de valeur, au niveau de la gestion des risques, au niveau de la gestion des coûts et idéalement qui permettent une gestion commune des risques. Je prends un exemple juste pour illustrer. Le coût de l'énergie est tel aujourd'hui qu'avoir une politique de hedging de l'énergie peut être intéressante, notamment sur des emballages très consommateurs d'énergie type le verre ou l'aluminium. Mais on peut également, et on doit d'ailleurs, ouvrir nos portefeuilles fournisseurs à ce qu'on peut appeler le best cost country sourcing, c'est-à-dire qu'en général, on a tendance à aller sourcer autour de nos sites de production. Il faut pouvoir s'ouvrir à des régions plus intéressantes en termes de coûts, comme l'Asie par exemple, de manière à balancer ces effets de rareté des matériaux. À noter que le phénomène énergétique reste un phénomène quand même très européen. Lorsque vous allez en dehors de l'Europe, en Asie notamment, on se rend compte que ce surcoût de l'énergie est bien moindre par rapport à ce qu'on peut vivre en Europe. Évidemment, il y a la partie contractualisation qui permet également de donner de la visibilité à nos fournisseurs. Alors, un troisième train d'action est de travailler sur le mix packaging des produits. Alors évidemment, il y a tout ce qui tourne autour de la réduction, de la rationalisation, la massification, l'optimisation des emballages. C'est assez évident, moins on en consomme et moins on en paye. Mais on atteint également un niveau de prix tel que l'effort nécessaire à changer certains matériaux, par exemple passer d'une feuille aluminium à une feuille plastique, par exemple, voire même à un emballage type carton, ce coût de changement de matériaux peut se révéler payant au vu de la rareté, de la cherté de certains matériaux. Et enfin, une approche beaucoup plus exhaustive, main dans la main, achat, R&D, marketing, une approche de type design to value, est une opportunité pour rationaliser les portefeuilles packaging, mais également une opportunité pour apporter de l'innovation et de l'éco-conception à ces portefeuilles packaging
Sujets qui, des fois, ont une barrière prix ou coût pour pouvoir l'exécuter. Les marchés actuels nous permettent dorénavant d'implémenter ces projets-là avec plusieurs bénéfices à la clé. Un quatrième train d'action est de repenser l'approvisionnement des emballages d'une manière générale. Donc, on peut parler de make or buy. Hein. A-t-on besoin d'acheter nos emballages ou peut-on les produire nous-mêmes? Je pense par exemple au soufflage de bouteilles. Ou, phénomène inverse, externaliser le sourcing de certains emballages, notamment ce qu'on appelle le tail, donc des emballages en fait de type emballage industriel, étiquette de palette, etc., qui peuvent être externalisés vers des prestataires qui peuvent massifier ces volumes-là et souvent le sourcer et l'acheter moins cher que nous pouvons faire nous-mêmes en interne. Et dernier élément, mais non des moindres, le fait de remonter la chaîne de valeur. Alors aujourd'hui, si on prend la chaîne de valeur de nos emballages, prenons l'aluminium comme exemple, on se rend compte qu'il y a 6 ou 7 étapes avec 6 ou 7 acteurs différents. Les fournisseurs auxquels nous parlons, ce qu'on appelle les T1, les fournisseurs T1, en général, ne sont pas ceux qui créent les hausses de matière ou la rareté des matières aujourd'hui. Ce sont leurs fournisseurs à eux ou les fournisseurs de leurs fournisseurs. Donc, il est intéressant pour les grands donneurs d'ordre de travailler en fait là où se trouvent les points de tension. Et pour cela, il faut pouvoir remonter dans la chaîne de valeur et travailler sur ces points de tension signifie discuter avec ces fournisseurs-là, essayer de contractualiser, voire même essayer de gérer une certaine partie de la chaîne de valeur. Alors, on voit bien que ces différents trains d'action ont une conséquence à la fois sur les organisations en interne, mais également sur les ressources. Alors, quand on parle d'organisation, on parle d'accélérer d'abord les synergies en interne. Donc, on parle de plus en plus de Packaging Center of Excellence. On ne peut plus approcher le sujet packaging de manière silo. Les achats d'un côté, la R&D de l'autre, le marketing de son côté. On doit pouvoir approcher ça de manière synergétique en interne. Mais on peut également chercher les synergies en externe. Et là, je rappelle que les emballages sont des commodités et très sensibles au volume. Donc, se regrouper pour racheter ensemble, ce qu'on appelle le consortium buying, est un acte qui est relativement efficace en ces temps relativement difficiles. Un dernier impact que je mentionnerai est l'impact sur les ressources. Puisqu'aujourd'hui, les ressources packaging et principalement achat packaging sont en général des profils non spécialisés, des profils plutôt généralistes qui, en général, gèrent des portefeuilles produits ou fournisseurs. Aujourd'hui, pour exécuter le train d'action qu'on vient de discuter, il est important d'avoir des profils beaucoup plus techniques et qui ont la capacité de rentrer dans cette fameuse chaîne de valeur et de la comprendre. Pour cela, nous avons différents leviers. Alors évidemment, nous pouvons recruter de nouveaux talents, mais ça prend du temps. Nous pouvons également former en interne les acheteurs que nous avons aujourd'hui à disposition. C'est faisable, mais ça prend également pas mal de temps. Ou on peut également externaliser cette compétence vers des entreprises type EPSA Pacavenir ESCO qui créent cette offre et ce service. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de faire l'un ou l'autre. En général, on joue sur les 3 tableaux. Donc, je passe la main à Sébastien ou à Olivier. Ouais, non, c'est juste, merci Eric. Donc effectivement, un vrai sujet sur cette pénurie de ressources concernant les acheteurs packaging. Et pour vous donner aussi une idée de l'augmentation qu'on a pu, nous, chez EPSA, remarquer depuis ces dernières années, et c'est le petit schéma que vous pouvez voir en bas à droite, c'est l'augmentation des demandes de nos clients concernant les acheteurs packaging, où on est passé de 5 à 10 en un an et de 10 à 25 sur quelques mois sur 2022. Donc, on voit vraiment qu'il y a un impact et une conséquence directe sur les ressources des acheteurs packaging. Les entreprises aujourd'hui, nos clients, voient un véritable intérêt à renforcer les équipes des acheteurs, notamment packaging, pour aller justement apporter plus de valeur sur ces familles d'achats et pour aller contrer ces hausses tarifaires et actionner les bons leviers achats que l'on verra ensuite pour faire des économies.
direct et frontal pour la partie achat. Et effectivement, il y a d'autres impacts autres que sur les acheteurs packaging, mais également sur les ingénieurs packaging. Et là, je te laisse la main, Sébastien. Oui, absolument. Pour revenir sur ce que vous disiez, si on prend la partie peut-être T2, c'est-à-dire la production en amont, donc avant utilisation, sur la fonction ingénieur packaging, aujourd'hui et depuis déjà de nombreuses années, la production annuelle est assez faible. Si on prend le périmètre de la France, il n'y a que 3 écoles aujourd'hui qui forment des ingénieurs packaging de façon complètement dédiée à la fonction. Et donc, de façon assez générale, les postes sont principalement tenus par des profils non spécifiquement formés, comme le disait tout à l'heure Eric. Donc, quelques chiffres pour vraiment savoir un peu où on en est. Il y a 140 ingénieurs packaging qui sortent par an. Il y a 200 packaging technologistes qui sortent aussi par an. Donc ça constitue des troupes dont le cœur de métier est l'emballage. Mais toutes ces ressources juniors sont épuisées 5 à 6 mois après leur diplôme. Ça, c'est quelque chose qui a pratiquement une dizaine d'années, si ce n'est pas plus aujourd'hui. Et il y a un autre phénomène qui est très important, c'est que les ressources seniors sont très limitées et les gens bougent assez peu de leur poste parce qu'il y a vraiment une pénurie à ce niveau-là. Donc des offres d'emploi très largement excédentaires, d'où des postes encore principalement occupés par des profils non techniquement formés. Donc cette double compétence est à combler. Donc dans les solutions, mais Eric les a très bien abordées tout à l'heure, c'est l'accroissement des compétences en interne. Et nous, avec notre consortium, on fait beaucoup de formations continues sur des thématiques très emballage, les matériaux, les caractéristiques des matériaux d'emballage, toute la partie film complexe, toute la partie lecture de plan, c'est-à-dire c'est les outils de cœur de métier. Et l'autre solution dont a parlé Olivier tout à l'heure avec l'externalisation d'activités packaging, tout ou partie. Donc ça constitue un petit peu les outils qu'on peut mettre à votre disposition. Voilà. Je te laisse la main, Olivier. Merci. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de reprendre un petit peu l'intégralité des leviers d'optimisation achat et on verra ensuite avec Sébastien quels sont les leviers d'optimisation plutôt techniques qui sont proposés et qui sont en main des acheteurs. Donc voilà, l'objectif de ces leviers, c'est de pouvoir les actionner pour améliorer donc l'efficience de l'entreprise. Donc les premiers leviers concernent la gestion du risque et plus particulièrement la sécurisation des risques fournisseurs. Eric en parlait juste avant, c'est une préoccupation qui est extrêmement importante et qui est première aujourd'hui. Ça va être vraiment de sécuriser ces appros. Et donc il vous faudra également travailler avec vos fournisseurs pour contractualiser sur du long terme en donnant de la visibilité sur vos volumes, élargir vos panels, aller sourcer de nouveaux fournisseurs et vous assurer dans le contexte actuel également de la bonne santé financière de vos fournisseurs. Il est vraiment pas rare de voir des fournisseurs mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Donc ça, c'est sur le premier volet. Les prochains leviers qui peuvent être actionnés auront un impact sur l'amélioration du chiffre d'affaires et sur l'image aussi qui sera renvoyée au marché. On peut intégrer donc le développement durable en faisant des modifications de matière, plus de plastique par exemple. Je laisserai la parole à Sébastien sur les optimisations matières qui peuvent exister. Vous pouvez intégrer de l'innovation en faisant de l'éco-conception ou encore obtenir le meilleur rendu coût-qualité en suivant de près la performance fournisseur, en faisant des business reviews avec eux régulièrement et en l'accompagnant à vous suivre dans vos projets. Donc ça, ce sont d'autres leviers qui sont à la disposition des acheteurs. Troisième volet qui vise à réduire les charges fixes. Donc, on parle ici d'optimiser les organisations et processus en challengeant les processus actuels, en digitalisant la fonction. C'est un autre levier, ça va être de variabiliser les frais fixes en externalisant les prestations, par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure, ou les ressources. Dernier levier concernant cette partie achat, qui n'est pas des moindres, donc ça va être la réduction des coûts variables, avec pour objectif de réduire le coût complet, le fameux TCO. On parlera ici d'analyse de la valeur, de conception à coût objectif, de mise en concurrence, de massification, de rationalisation du panel, de standardisation et de simplification. À travers ce slide, on parle encore d'optimisation achat, mais de manière un peu différente. Donc, j'ai souhaité mettre en avant 3 autres leviers qui, en temps normal, serviraient les achats, mais
au vu du contexte actuel, il convient d'aller à l'encontre de certaines bonnes pratiques pour justement sécuriser l'approvisionnement de matière. Donc ici, et pour ça c'est d'une autre couleur, on cherchera à augmenter les stocks plutôt qu'à les diminuer. On sera plus flexible avec les fournisseurs pour sécuriser leur bonne santé financière. Et enfin, dans certains cas, on cherchera à augmenter les investissements pour profiter quelque part de ce contexte difficile, pour amorcer des changements, des virages radicaux, que ce soit de produits, d'outils industriels ou de positionnement. Donc voilà, pour résumer, l'acheteur ne doit pas juste, en tout cas, se focaliser sur une négociation de gré à gré ou faire un appel d'offres. Il se doit vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour aller chercher les bonnes optimisations achats. Comme je disais, il n'y a pas que des optimisations achats, il y a aussi des optimisations techniques et je laisse la main à Eric pour nous les lister. Sébastien. J'ai dit Eric. Oui, il n'y a pas de souci. Merci Olivier. Donc oui, en complément, on voulait vous présenter des optimisations techniques qui viennent compléter le panel d'actions qu'on peut déployer aujourd'hui pour être un peu plus à l'aise dans cette situation qui est difficile pour les achats. Et puis peut-être aussi en faire une opportunité de travail. Donc là, l'idée, c'est de se dire, mais on peut reprendre aussi en main certains éléments techniques pour pouvoir être force de proposition et plus cadrer notre besoin et définir notre besoin avec nos fournisseurs et puis optimiser nos dépenses. Dans la partie optimisation technique, tous les articles de conditionnement sont concernés par des leviers, quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment intéressant de travailler famille par famille. Et dans le webinaire 1, si certains nous avaient suivis dès le premier épisode, on a parlé de méthodologie, puisqu'il y a des petites méthodologies qu'on peut mettre en place qui ne sont pas lourdes, mais qui vont nous permettre de se dire, est-ce qu'on est vraiment optimisé aujourd'hui? Et on va pouvoir le mesurer et le vérifier. Donc, on pourra se dire, nous, l'optimisation, elle est déjà travaillée et on y est. Ou est-ce qu'on n'est pas optimisé et est-ce qu'on a, à quel pourcentage on peut essayer de réduire nos matières et puis d'optimiser nos matières? Nous avons parlé aussi de design to value. Tout à l'heure, Eric en a parlé. C'est toute la partie éco-conception. L'éco-conception, c'est un concept très intéressant. Souvent, il se réduit à… on fait de l'éco-conception, donc on va employer que des matériaux qui sont, entre guillemets, des bons matériaux pour la planète, très RSE. L'éco-conception peut s'appliquer aussi à des matériaux qui ne sont pas recyclables. On peut aussi faire des chantiers d'éco-conception parce qu'on va réduire le nombre de couches d'un film complexe, par exemple, où on va l'optimiser, où on va passer de 3 ou 4 composants à juste à 2, mais on aura aussi fait une démarche d'éco-conception et qui systématiquement, pratiquement à 100%, se traduira par de l'économie aussi de toute façon. Et on vient compléter avec un élément qui est très intéressant, et c'est là où on a fait le parallèle avec la partie technique et puis les gens qui sont dédiés au métier, c'est d'avoir une bonne maîtrise des packaging science, donc des bons paramètres. Et tout ça avec une gestion digitale des données, ce qui est aujourd'hui, on va dire, les 4 piliers de ce que nous, on essaie de mettre en place pour amener de l'optimisation dans vos structures. Des leviers standards sont à explorer. Globalement, on a nos listes, nous, on travaille toujours avec ça, pour aligner la réponse aux véritables besoins par famille de packaging. Donc, on va prendre un primaire, tout bête, on va prendre une barquette avec un produit agroalimentaire, une certaine DLUO, une certaine composition, une certaine matière ou certaines matières. Il faut faire de l'analyse de la valeur en reprenant on va dire le processus de conception. Quel est notre véritable besoin? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, on fait de l'optimisation d'achat parce qu'on sait ce qu'on achète. Mais la vraie question qu'on pourrait se poser en amont, c'est quel est notre véritable besoin aujourd'hui? Et dans certains paramètres importants, qui sont des paramètres souvent liés au produit, pour la perméabilité H2O ou perméabilité à O2, à l'oxygène, c'est quels sont nos véritables besoins et quelle est la DLUO dont j'ai besoin. Donc, tout à l'heure, Eric parlait d'agréger les services, les achats, le développement, la R&D et le marketing. On doit se réunir pour faire de la design to value, de l'analyse de la valeur ou de l'éco-conception, c'est un peu la même chose, pour se dire, mais notre besoin est là, donc derrière, on peut redéfinir nos exigences en termes de matériaux. Et on pourra pousser des optimisations techniques sur la nature du film de la barquette, son épaisseur, et puis est-ce qu'on ne peut pas être monomatériaux, et puis encore mieux, être recyclable, et puis éventuellement être recyclé, être dans une matière recyclée. Et on a la même question à se poser sur le film d'operculage. Quelle va être sa nature, pour toujours pouvoir répondre à la question, quelle va être son épaisseur, et puis est-ce qu'on pourra partir sur un monomatériau. Et là, avec de la méthodologie, on peut faire
de l'éco-conception, et derrière, on aura aussi pour la plupart du temps la possibilité de faire de l'économie-conception. Et donc, cette contrainte qui va nous pousser à repenser notre besoin va nous amener aussi à venir contrer en partie la hausse des matières premières. Donc, c'est ce petit phénomène. Donc là, c'est sur un exemple avec un emballage primaire. Dans la slide suivante, je vous ai fait un petit exemple sur un emballage tertiaire, donc un emballage de transport, où là, ben, c'est pareil, on se repose la question, on peut avoir un circuit logistique qui a évolué, on peut aussi avoir, comme souvent dans les sociétés, on a tel carton et telle qualité depuis 15 ans et on ne sait pas pourquoi, et on continue de l'acheter et quelque part, on ne remet pas en question, on va dire, les caractéristiques techniques de cette matière. Et là, la question va se poser, c'est quoi notre vrai besoin aujourd'hui en ECT, BCT, en indice COB et en résistance à l'éclatement? Et derrière, on va pouvoir pousser déjà, nous, une optimisation sur peut-être changer de cannelure ou de type de cannelure, changer la nature de nos papiers et les grammages de nos papiers, et puis au final, changer le grammage du carton ondulé. L'idée, c'est de le changer vers le bas, puisque a priori, il doit fonctionner, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de problème logistique. Donc, l'idée, c'est de venir réduire la matière. Donc, comment on réduit la matière sur quelque chose qui représente entre 50 et 80% de notre prix d'achat? On a un vrai impact après derrière sur nos capacités à contrer les hausses matières. Et je vous ai mis cet exemple parce qu'on peut aussi travailler d'autres leviers, parce qu'une caisse carton va sur une palette, et on peut aussi mettre en place des leviers d'optimisation de palettisation, en travaillant sur d'éventuels débords de palettisation, en travaillant sur la portance ou la semi-portance de nos produits. Souvent, c'est négligé dans les sociétés, mais si on peut se servir de nos produits pour participer à la portance, on va automatiquement réduire la matière. On pourra réduire donc la qualité de l'ondulé. On peut aussi, et là c'est souvent c'est le merchandising ou c'est le marketing qui va pouvoir nous aider, changer le nombre de SPCB, donc le nombre de produits par caisse, peut nous amener à optimiser complètement la caisse, nous amener à optimiser par exemple l'optimisation de la surface de la palette. Je vous prie de m'excuser. Et automatiquement, on va mettre plus de produits sur la palette. Je vous ai mis une palette en haut, au milieu, et une palette optimisée en bas. Ben, souvent, en changeant le nombre de produits, on va changer nos dimensions de caisse et on va remplir complètement notre palette. Donc, travail sur le plan de palettisation. Donc, je vous ai mis un petit exemple d'optimisation qu'on a réalisé chez un de nos clients sur 20% de son scope. Et ben, on a plusieurs leviers, plusieurs niveaux, on va dire, de saving. Mais en saving gagnant, on était sur un saving de 100 000 € par an. Et surtout, si on veut aller encore plus loin, en faisant une analyse un peu plus globale, sur la partie transport, donc sur le nombre de palettes, on avait réduit de 933 la consommation de palettes. Donc automatiquement, ça se traduit par des économies à l'entrepôt. Et on avait 30 camions en moins à faire rouler aussi. Donc là, le bilan, il est financier, technique, RSE, et toute la chaîne d'optimisation, derrière, elle peut être comptabilisée et elle peut être mesurée. Donc ça, c'est des vraies opportunités de retravailler nos éléments et en profitant, entre guillemets, de ces hausses matières qui viennent un peu nous perturber et de faire quelque chose qui finalement deviendra positif à terme. Et pour terminer, un autre petit exemple qui met un petit peu en évidence la nécessité d'avoir des outils digitalisés pour pouvoir extraire nos éléments. Là, on est sur l'extraction de plusieurs références d'étuis, donc là on est dans le secondaire, de petits étuis en carton plat, et avec la dispersion des grammages qui ont été utilisés, on va dire à volume de boîte égal. Donc on essaie de rester dans des mêmes contraintes mécaniques. Là on se retrouve avec une moyenne de tous ces étuis à 270 grammes par mètre carré, et on se rend compte qu'il y a 3 zones, où il y a 3 secteurs. Donc là c'était plusieurs entreprises qu'on avait agrégées, donc qui sont du même secteur, mais qui ne sont pas au même endroit. Et il y a 3 zones où on est au-dessus de la moyenne, voire largement au-dessus de la moyenne, pour pratiquement les mêmes produits. Donc là, il y a nécessité de faire une première proposition d'optimisation, qui, entre guillemets, n'est pas très risquée. Et après, il y a une vraie question qu'on peut se poser sur Opti 2, donc le petit cercle vert qu'on vous a mis sous la barre rouge, où là, on est sur des optimisations qui sont beaucoup plus ambitieuses, mais on a quand même une petite trentaine de références où, avec du 240-250 grammes, on passe aujourd'hui. Donc, on a déjà sous les yeux la preuve qu'avec des grammages plus faibles, on a suffisamment de performance pour pouvoir fonctionner.
Donc là, cette lecture-là qu'on peut faire avec un outil d'extraction digitale va nous servir, nous, en optimisation technique et va aussi beaucoup nous servir, nous, après, derrière, les achats vont pouvoir prendre le relais, vont pouvoir consulter. Donc, c'est vraiment ce partage d'informations qui est très intéressant et cette lecture directe. Donc, voilà 3 exemples d'optimisation technique qui vont venir aider et compléter les leviers traditionnels d'optimisation achat. Je te rends la main, Olivier. Merci Sébastien. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc je vous remercie pour vos interventions, Eric et Sébastien, et je vous propose maintenant de passer aux questions. Et c'est toi, Eric, qui a la main sur les questions. Tout à fait. Alors, il y a quelques questions. Je vais prendre la première et je vais peut-être pouvoir y répondre. Je lis la question. Vous proposez de consulter des pays asiatiques pour avoir moins d'impact sur l'augmentation du coût de l'énergie, mais ces derniers ont des grosses contraintes en termes de délai de livraison à cause des transports maritimes très impactés par les hausses de carburant. Pensez-vous vraiment que cela vaut donc le coup? Alors, j'aurais plusieurs commentaires par rapport à cette question. Le premier commentaire, c'est qu'effectivement, ça ne vaut pas le coup pour l'ensemble des emballages. Je pense qu'il faut être sélectif sur les emballages qui peuvent bouger de par le monde et entre les différentes géographies. Donc, ça n'est pas applicable partout. Mais après, vu la rareté des matériaux aujourd'hui, je dirais quelle est l'alternative? L'alternative, c'est concrètement d'arrêter certaines de nos usines. Et ça, ce n'est pas une option. Donc, en termes de sécurisation de l'approvisionnement, et j'irais presque jusqu'à dire, quel que soit le coût, je pense qu'il est non seulement valable, mais même nécessaire de s'ouvrir à ce type de sourcing. Maintenant, si on parle des coûts spécifiquement, l'expérience que personnellement j'ai pu faire sur différentes industries, à la fois le food mais également la pharma, c'est que oui, ça vaut le coup, y compris en termes de sécurisation de supply, mais également en termes de coûts, puisqu'on arrive à atteindre des deltas de prix de plus de 10% en faveur de pays asiatiques. Alors après, comme toujours, il faut une certaine volumétrie pour mettre en place ce type de système. Il faut trouver les bons partenaires, puisque les fournisseurs T1 qui aujourd'hui vous livrent un emballage fini va devenir éventuellement un converteur qui va par exemple imprimer votre emballage que lui-même sourcerait pour lui. Donc c'est un process qui est relativement lourd à mettre en place, qui met une bonne année à être mis en place. Maintenant, quand on regarde la boule de cristal des marchés, on nous dit qu'on est parti pour au moins 2 ans de tension minimum sur les matières premières. Donc, après, chacun prend sa décision, mais je pense que ça vaut le coup d'explorer cette piste-là. Merci. Voilà. Il y a éventuellement d'autres questions, si on a encore le temps? Oui. Donc, une question qui, je pense, est plutôt pour toi, Olivier. Vu le peu de ressources achats disponibles en ce moment, et sachant que ces ressources achats sont principalement focusées sur la gestion de l'approvisionnement, parmi l'ensemble des leviers qui ont été listés tout à l'heure, lesquels choisir et lesquels appliquer en priorité? Okay. Merci pour cette question. Donc effectivement, il y a une double réponse à apporter. Donc tout d'abord, pour parler de la question des ressources, donc voilà, effectivement, il est fréquent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de voir même des grands groupes qui sont déjà fortement structurés en termes de ressources faire appel à des ressources extérieures pour renforcer les équipes en place avec des acheteurs packaging. Donc c'est quelque chose que l'on fait nous régulièrement et pour tout type de taille d'entreprise. Donc l'avantage, c'est que les acheteurs, pour pas les citer, EPSA, en plus de leur expérience, s'appuient sur l'expertise du cabinet et le cas échéant sur PackAvenir sur des sujets plus techniques. Concernant la question sur les leviers achats, effectivement, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, pas forcément tous activables de suite et qui n'ont pas tous non plus un impact immédiat. Donc, ce qu'il faut faire en fait dans un premier temps, il faut faire un bilan. Faire un bilan de tout ce qui est possible de faire, de définir vos objectifs d'optimisation.
par la suite. Donc, vous pourrez mettre en face de chaque action possible la difficulté de mise en œuvre, le poids de son impact et vous en ressortirez une matrice qui vous aidera à prioriser les actions à mettre en œuvre. Donc voilà, mettre en place un bilan et mettre en place cette matrice pour définir cette feuille de route et définir les actions à court, moyen, long terme et bien évidemment prioriser celles qui ont un impact fort et rapide sur le business. Merci Olivier. A-t-on encore le temps pour une troisième question? Ok. Donc, nous avons présenté tout à l'heure les Packaging Center of Excellence qui regroupent donc différentes fonctions au sein de l'entreprise. Est-ce une pratique que vous voyez s'accélérer dans les mois et les années à venir? Et par rapport à l'offre que vous proposez, avez-vous déjà ressenti une certaine demande du marché? Merci pour cette question. Alors, effectivement, c'est un besoin que l'on a identifié il y a plusieurs mois maintenant, années, et d'où l'intérêt justement d'avoir créé ce centre d'excellence pour répondre à ce besoin sur le marché et qui convient, comme je disais tout à l'heure, aussi bien à des petites structures comme à des grands groupes. L'objectif, c'est vraiment de donner le plus de visibilité possible à nos clients pour pouvoir identifier toutes les pistes d'optimisation. On parlait des optimisations achats et techniques. Si on ne voit pas, si on ne sait pas ce qu'on a, on ne pourra pas traiter, on ne pourra absolument pas faire aucune extraction et rester à faire ce que j'ai tout à l'heure sur la partie achat, uniquement des négociations de gré à gré avec nos fournisseurs, un appel d'offres de temps en temps, mais pas quelque chose pérenne. Donc, l'important de cette démarche, c'est vraiment d'obtenir plus de visibilité sur les spécifications et nous, on souhaite aider nos clients là-dessus. Comme je disais aussi, effectivement, c'est une solution end-to-end, donc vraiment complète. Et pour autant, voilà, chaque entreprise a des organisations et une maturité différente. Et donc, nous, on est tout à fait en mesure d'accompagner nos clients sur des solutions sur mesure. Les principaux sujets qui remontent actuellement sont la demande de mise à disposition d'acheteurs PAC, on en a parlé tout à l'heure, la collecte, la qualification des spécifications techniques et également, donc, et bien entendu, des réflexions sur des cohérences de marque avec un prisme d'éco-conception. Donc oui, il y a un vrai besoin sur le marché actuellement et pas que pour répondre à des pénuries de matière ou des hausses matières, c'est une porte d'entrée, mais aussi pour aller chercher de la cohérence, de la visibilité et de les conceptions sur l'ensemble de la chaîne de valeur packaging. Une dernière question peut-être? Alors, on vient de recevoir une question à l'instant qui est bonjour, merci pour votre présentation. Je me demandais quel est l'impact au niveau du RSE de s'ouvrir vers l'Asie. Donc, je peux éventuellement y répondre en partie. Vous pouvez rebondir si vous voulez. Alors, il paraît contre-intuitif de dire que passer d'un sourcing, par exemple, européen pour des usines en Europe à un sourcing asiatique peut causer plus de transport et donc un impact carbone plus défavorable. Et ça peut être le cas. Maintenant, et comme je l'ai souligné tout à l'heure, il est important de rentrer dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Parce qu'on a souvent 4, 5, 6 étapes pour arriver aux différentes matières. Donc, je sais pas, si on prend l'aluminium par exemple, si on remonte la chaîne de valeur, on arrive à la bauxite. D'où vient la bauxite? Pas forcément de France ou d'Espagne. Donc, la question qui se pose, c'est si on prend l'impact carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur, est-ce que ce tout dernier élément de transport de l'Asie vers nos usines est celui qui est le plus impactant en termes de carbone? Pas systématiquement. Pas systématiquement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'impact environnemental n'est pas forcément défavorable. Il peut l'être, mais il peut ne pas l'être. Et encore une fois, je vous rappelle que dans certains cas, même lorsque l'impact environnemental se dégrade, l'option alternative, c'est de ne pas être livré et d'arrêter nos lignes de production. Donc, il se peut que, de manière temporaire, des décisions de trade-off doivent être faites avec possibilité de compensation de cet impact carbone supplémentaire, s'il y en a, d'une autre manière. Mais ça relève de la décision interne de chaque entreprise. Sébastien, tu voulais ajouter un mot à cette question? Bon, je suis aligné.
Pas de souci. Ça marche. Très bien. Et peut-être juste pour compléter, n'hésitez pas à revoir le replay du webinaire précédent qui justement traitait le sujet de l'emballage et du RSE. Vous obtiendrez plein d'autres informations. Écoutez, on arrive au terme de cet épisode. Je vous remercie pour votre présence et vos questions. Donc, si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous propose de m'écrire un email que vous retrouverez donc dans cette présentation qui a été enregistrée bien évidemment et qui vous sera envoyé en replay. Je vous propose de vous retrouver pour le dernier épisode qui aura lieu le 23 juin à 11 h, au cours duquel nous aborderons la digitalisation du packaging et quels sont leurs impacts et pour quel retour sur investissement, donc quel ROI. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci.